L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Précédemment, dans l'apport collectif. La définition des besoins dans un processus d'appel d'offres, c'est l'étape cruciale qu'il ne faut absolument pas escamoter ni même prendre à la légère. Dans un premier temps, il est capital que la définition du besoin soit le plus flou. Gardez en tête que les soumissionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous poser les questions, parce qu'ils n'ont aucune obligation en ce sens. Et les questions qu'ils vont vous poser sont peut-être pas suffisamment précises pour bien mettre en lumière les lacunes. On parle d'appel d'offres, on parle de besoins, on parle de devis depuis le début, mais il y a une nouvelle chose qu'il va falloir rajouter dans cette détermination de besoins, c'est tout le côté éco-responsabilité et régionalisation des appels d'offres. Le gouvernement Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. J'espère que vous avez passé un bel été en compagnie de vos proches. Panélistes, l'été a été bon pour vous? Très bonne. Ouais. Très bien, oui, Vous avez été capable de recharger vos batteries? tout à fait. Vous êtes prêts pour la dernière portion de l'année? Il faut. L'Apport collectif est un balado, mesdames et messieurs, où trois experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur narratif, leur argumentaire sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et j'agirai à titre de modérateur. Nos trois panélistes pour cet épisode sont Gabriel Artaud, Marie-Michel Boudria et Alain Dubé. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Panélistes, pour la mise en contexte du premier thème de l'épisode, laissez-moi vous faire jouer un extrait du dernier épisode où Alain, durant une explication de Marie-Michel, a fait une petite intervention que voici. Passez du temps, assurez-vous d'avoir un bon devis, une bonne définition des besoins et fiez-vous pas aux soumissionnaires en cours d'appel d'offres pour corriger vos documents. Non, oui. Marie-Michel, l'autorité des marchés publics va vous le rappeler que vos besoins ne sont pas bien définis. C'est la première Absolument. question que l'autorité des marchés publics font quand il y a un dossier. Ils vont vous poser la question. Prouvez-moi comment vous avez déterminé vos besoins. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ben non, tu as tout à fait raison. L'autorité des marchés publics. L'AMP. Suite à la mention de l'AMP par Alain, juge qu'il est de notre obligation d'expliquer plus en détail le rôle et la mission de cet organisme gouvernemental indépendant, car c'est essentiel pour un acheteur de connaître et comprendre le rôle et la mission de l'AMP. Alain, tu dois stepper up là. Tu as parlé de l'AMP à la dernière émission. Tu vas nous expliquer c'est quoi. Tu vas faire l'historique. Bref aperçu de l'AMP, son rôle, sa mission. Go for it. Je vais vous donner un petit cours d'histoire. C'est pas compliqué. Histoire 101 de l'AMP. En octobre 2011, le gouvernement du Québec a créé la commission Charbonneau qui avait pour objet d'enquêter sur les contrats publics dans l'industrie de la construction. Suite à des allégations de corruption et de collusion, chose qui n'existe plus au Québec, bien sûr, grâce à la commission Charbonneau. Une des recommandations de la commission Charbonneau, une des principales recommandations de la commission Charbonneau, était la création d'une autorité de surveillance des contrats. C'est ce qui a donné naissance à l'autorité des marchés publics, communément appelée dans notre jargon AMP. Le rôle de l'AMP, c'est superviser les contrats publics. L'AMP a aussi un rôle d'enquête et de sanction et un rôle de recommandation. C'était le rôle initial qu'on avait donné à l'AMP initialement. En 2020, l'AMP a vu son mandat s'élargir pour inclure non seulement les contrats publics provinciaux, mais aussi les contrats des municipalités et des autres entités gouvernementales.
On lui a aussi donné le rôle de formation et de sensibilisation des gens du gouvernement, qui travaillent pour le gouvernement, dans le domaine public. Donc, juste un petit résumé assez rapide. En 2024, l'AMP a le rôle de surveillance et de contrôle. L'AMP a le rôle d'enquête et de sanction. L'AMP a le rôle de faire la promotion de la transparence, a le rôle de soutenir et de formation, et a le rôle de collaborer avec d'autres entités de régulation, exemple l'UPAC, et de surveillance pour garantir l'intégrité des marchés publics au Québec. Ouais, d'ailleurs, Alain, si tu me permets, j'ajouterais au rôle que tu viens de nommer, qui appartiennent évidemment à l'AMP, que l'AMP a aussi comme mandat d'effectuer la surveillance de l'intégrité des entreprises qui prennent part à des contrats ou sous-contrats publics. Donc, elle peut demander des documents, des renseignements aux entreprises. Elle peut même se présenter dans les établissements des entreprises pour aller recueillir de l'information. Elle a le droit aussi d'accéder à différentes données sur des appareils électroniques de l'entreprise. Puis elle peut même exiger de personnes qu'elle rencontre au sein de l'entreprise que cette personne-là lui communique de l'information. Et même l'AMP se rend parfois sur les chantiers de construction des marchés publics pour s'assurer que toutes les entreprises qui sont impliquées là, dans la chaîne d'approvisionnement, en fait, dans toute la chaîne de sous-traitance, puisqu'il est question de contrats de construction, que les entreprises respectent les exigences d'intégrité des marchés publics et d'ailleurs, pour les grands projets, là, ils le font quasi systématiquement. Donc, ça va assez loin, là, effectivement, leur pouvoir. Je te laisse continuer. Ben, merci beaucoup. Puis tu viens de partir, le mot magique, c'est seuil de construction. L'AMP a des seuils sous son autorité. En bas de certains seuils, elle n'a pas de juridiction. Il faut faire attention. C'est officiellement, bien sûr. Donc, l'AMP a des seuils sous son autorité s'applique. Elle a un seuil de 5 millions de dollars et plus pour tout contrat ou sous-contrat, comme disait Marie-Michel tantôt, pour les travaux de construction et de partenariat public-privé. Et un seuil de 1 million de dollars et plus pour tout contrat ou sous-contrat de service conclu à la suite d'un appel d'offres ou attribué de gré à gré. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que si l'autorité des marchés publics le croit, si elle croit une fraude, si elle croit à des questionnements ou tout simplement une plainte, elle a le droit d'enquêter sous les seuils. Ce n'est pas une obligation. La loi de l'AMP est assez complexe en tant que telle. Mais le site de l'AMP est très intéressant et je vous suggère d'aller voir le site de l'AMP. C'est pas très compliqué de s'entendre. C'est www.amp.québec. En vous référant au site, le site est très bien. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'AMP en tant que tel. Tout à fait. Puis même, j'ai une petite question pour vous autres. Vous souvenez-vous, c'était quoi le premier seuil de l'AMP au départ? Eh ben, non, je me C'était répète. 40 millions. 40. Ça a diminué progressivement. Là, dans le fond, puis en tout cas, très bonne introduction de Alain. Là, franchement, tu as développé un talent de prof d'histoire. Là. Dans le fond aussi, l'AMP, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle gère deux registres. Le registre des entreprises non admissibles et le registre des entreprises admissibles. Les gens qui sont peut-être moins familiers avec ça vont dire, ben, c'est pas compliqué. Si tu es non admissible, si tu n'es pas sur le registre non admissible, tu vas être admissible. C'est un petit peu plus complexe que ça. Dans le fond, le RENA, le registre des entreprises non admissibles, est arrivé en premier. Et dans le fond, si vous vous retrouvez sur ce registre-là, ben, les organismes publics et municipaux ne peuvent pas vous donner de contrat, peu importe la valeur. Fait que les seuils qu'Alain mentionnait sont pas en lien avec ce registre-là. Alors que le registre des... Puis dans le fond, pour être au RENA, il faut être pris en défaut. Alors qu'au niveau du registre des entreprises admissibles, qui est nécessaire selon les seuils qui ont été énumérés par Alain. Gabriel, juste arrêter 2 secondes. Oui, Quand tu dis pris en défaut de quoi? Ah, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être en lien avec des impôts impayés. Ça peut être en lien avec les lois sur l'environnement. Il y a plusieurs éléments là, où un fournisseur peut être pris en défaut. Ça peut être dans l'exécution de contrat, tout simplement. Mais effectivement, là, il y a plusieurs éléments où un fournisseur peut être pris en défaut. Il y a le registre des entreprises admissibles où là, les entreprises doivent faire une demande pour pouvoir avoir accès aux contrats qui sont au-dessus des seuils qui sont mentionnés. C'est une enquête qui est faite par l'AMP
et qui peut être transféré à l'UPAC s'il y a des doutes là, parfois là, sur des activités de l'entreprise et tout ça. Et une fois que vous avez obtenu vous avez passé le test en quelque sorte, ben là, vous êtes apte à pouvoir obtenir des contrats d'1 million au niveau des services et de 5 millions de construction. Et peut-être petite précision, les contrats d'approvisionnement ne sont pas assujettis à ce seuil-là pour l'instant. Les contrats de biens. Des contrats de biens, effectivement. Oui, approvisionnement de biens, effectivement. Alors, c'est un peu ça qui est autour du RENA et du REA. Il faut savoir qu'une entreprise qui fait une demande au REA et qui ne réussit pas à obtenir son attestation peut se retrouver au RENA. Donc, en voulant essayer d'avoir les contrats d'au-dessus d'1 million, peut se retrouver au RENA et là, peut avoir accès à aucun contrat des organismes publics. Il faut savoir aussi que dans la mouvance de la commission Charbonneau puis de la création de l'AMP, il faut savoir que le premier bureau d'inspection qui a été créé, ce n'est pas l'AMP, c'est le bureau de l'inspecteur général à Montréal. Donc, ce bureau-là, aujourd'hui, a certains pouvoirs que l'AMP a. Parce qu'il faut savoir que l'AMP a un pouvoir sur l'ensemble des organismes municipaux et publics, sauf ceux de Montréal et du périmètre comptable. Donc, la STM, l'Office d'habitation, donc il y a plusieurs organismes. Et le pouvoir que le BIG a, entre autres, qui est comme celui de l'AMP, c'est au niveau de l'enquête sur des processus d'appel d'offres, le pouvoir de résilier des contrats, d'annuler des appels d'offres. Donc, à Montréal, il y a le bureau de l'inspecteur général, mais aussi, il y a aussi d'autres bureaux dans d'autres municipalités, beaucoup dans la région de Montréal. Gabriel, juste pour clarifier quelque chose, si Montréal résilie un contrat de la compagnie Dubé, est-ce que le contrat est résilié à la grandeur du Québec ou juste pour Montréal? Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc, une enquête qui serait faite par le BIG, on l'appelle comme ça, ben ça veut pas dire que l'AMP doit faire sa propre enquête s'il veut se retrouver, par exemple, sur le RENA. Fait que c'est une bonne question, Alain. Et dans les autres villes, il y a, par exemple, à Longueuil, il y a le bureau d'inspection contractuelle. À Laval-Terrebonne, il y a le bureau de l'intégrité et de l'éthique sur les contrats. À Saint-Jérôme aussi, il y a la division de l'optimisation des contrats et de l'éthique. Anciennement, là, peut-être des gens se souviennent du titre BIPA. C'était le titre. Et il faut savoir que contrairement au BIG à Montréal, ces bureaux-là n'ont pas les mêmes pouvoirs que le BIG parce qu'ils ont été créés par les municipalités comparativement au BIG qui a été créé par une loi de l'Assemblée nationale et qui lui a donné certains pouvoirs. Néanmoins, les motive, Gabriel, qu'est-ce qui les motive, ces municipalités-là, à se doter d'un tel bureau, compte tenu qu'il y a quand même l'AMP qui joue un rôle similaire? Ben, écoute, comment je pourrais dire ça? Donc, je ne veux pas non plus prêter une intention, mais je pense que le fait d'avoir un BIG à Montréal, ben, ça l'a amené à vouloir avoir une couverture métropolitaine. Parce que, bon, si le BIG à Montréal fait une intervention sur un fournisseur ou bloque un fournisseur, ben là, c'est certain que ce fournisseur-là va peut-être se revirer vers Laval ou vers Longueuil. Donc, on voulait avoir ces municipalités-là voulaient assurer une couverture. Donc, j'imagine, Gabriel, que ces organisations-là travaillent ensemble aussi, là. Ils s'échangent l'information. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un partage qui se fait. Et dans le fond, les pouvoirs de ces bureaux-là ben, varient selon les mandats qui sont donnés par chacune des municipalités là, qui les ont créés. Super intéressant. Pour poursuivre sur l'AMP, là, je pense que ce serait très pertinent pour mieux comprendre le rôle de l'AMP dans les marchés publics, d'entrer un petit peu plus dans le détail du processus de gestion des plaintes des fournisseurs intéressés. Donc, nulle est mon intention là, de décrire tous les fins détails relatifs à ce processus-là, mais je souhaite minimalement vous brosser là, les grandes lignes. Donc, il faut savoir qu'un tel processus de gestion des plaintes s'applique au processus d'appel d'offres public et non pas sur invitation, au processus d'homologation, de qualification de prestataires de services et à la conclusion de certains contrats de gré à gré. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail un peu plus tard là, par rapport aux contrats de gré à gré.
Donc, depuis que l'AMP dispose de ses pouvoirs relatifs à l'examen des plaintes, donc je vous ramène là à l'historique d'Alain. Ça s'est passé en fait en mai 2019. Les organismes publics et les municipalités ont dû se doter d'un processus de gestion des plaintes qui doit être publié sur leur site web. D'ailleurs, tous les documents d'appel d'offres, d'homologation et de qualification de fournisseurs, prestataires de services et même les avis d'intention doivent référer à ce processus-là. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas être caché finalement dans une page obscure du site web finalement des municipalités ou des organismes publics. Et d'ailleurs, là, les approvisionneurs publics sont invités à faire la promotion en quelque sorte là, de ce processus-là, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont des échanges avec les fournisseurs soumissionnaires qui semblent vouloir déposer une plainte, ben, ils ont le devoir là, de référer ceux-ci à leur processus de gestion des plaintes. Et évidemment, inviter les entreprises à prendre le chemin officiel là, pour déposer leur doléance. Donc, un soumissionnaire ou un fournisseur intéressé par un des processus que j'ai préalablement cités doit d'abord déposer sa plainte auprès de l'organisme public ou de la municipalité via le processus là, établi par cette dernière. Ceux-ci ont des délais très stricts qui est enchâssé dans la législation pour répondre aux plaintes des fournisseurs soumissionnaires. Je vais vous épargner tous les détails là, relatifs aux modalités de calcul des délais, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le délai tient compte de la durée de l'affichage du processus, soit d'appel d'offres, d'homologation ou de qualification, puis qu'il existe des outils à la disposition des approvisionneurs publics là, pour calculer ces délais-là, dont le calculateur de délai là, qui est disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés publics. Donc, bref, suite au dépôt d'une plainte d'un fournisseur, le soumissionnaire ou le fournisseur intéressé qui obtient carrément pas de réponse de la part de la municipalité ou de l'organisme public ou qui obtient une réponse qui n'est pas satisfaisante de son point de vue, évidemment, peut escalader sa plainte auprès de l'AMP. En fait, il y a 3 jours pour le faire, 3 jours à partir de la réponse de l'autorité, pas l'autorité, mais la réponse de l'organisme public ou de la municipalité, ou 3 jours après la date limite qu'a la municipalité ou l'organisme public pour répondre en cas de non-réponse. Donc, un organisme qui oublierait de répondre, qui ne saurait pas quoi répondre, pour escalader sa plainte là, auprès de l'Autorité des marchés publics. Donc, une fois que l'Autorité des marchés publics a obtenu ces plaintes-là, ben, elle y donne suite. Donc, vous vous demandez sûrement là, à quoi ça sert ce beau processus-là. Ben, en fait, c'est le pouvoir de sanction là qui est intéressant de savoir. Donc, ça sert à quoi faire des plaintes pour les suite à un examen là, par un employé de l'Autorité des marchés publics, la plainte est retenue. Donc, l'enquête démontre que bon, il y a des motifs là, derrière ça sérieux. À l'égard des organismes publics, l'AMP peut rendre une ordonnance qui lui exige de modifier soit ses documents d'appel d'offres, d'homologation ou de qualification. L'AMP peut aussi ordonner à un organisme public d'annuler son processus soit d'appel d'offres, d'homologation ou de qualification, si elle est d'avis que les conditions n'assurent pas le traitement intègre et équitable des concurrents, permet pas à des concurrents de participer qui seraient qualifiés ou que les documents ne sont pas conformes au cadre normatif. Aussi, il faut savoir que lorsqu'un organisme public souhaite conclure certains contrats de gré à gré, en fait, il s'agit des contrats qui sont conclus en vertu de l'article 13, paragraphe 4 de la loi sur les contrats des organismes publics. Donc, je vais vous citer qu'est-ce que ça dit. Mais en fait, pour ceux qui sont familiers, là, c'est la fameuse dérogation d'intérêt public, mais plus précisément, qu'est-ce que dit cet article-là? C'est lorsqu'un organisme public estime qu'il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l'objet du contrat, que dans le respect des principes énoncés à l'article 2 de la loi sur les contrats des organismes publics, qu'un appel d'offres public ne servirait pas à l'intérêt public, elle peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, si un organisme public souhaite utiliser ce mécanisme de dérogation-là, elle a l'obligation de publier un avis d'intention publique sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement, ce qu'on appelle là, le SEAO,
plusieurs connaissent ce site web-là. Donc, cet avis-là invite tous les entreprises intéressées par un contrat à manifester son intérêt à l'égard du marché proposé. Puis lorsqu'une manifestation d'intérêt est ignorée par un organisme public et par la suite escaladée dans les délais auprès de l'AMP, bien, sachez que l'AMP peut, au terme de son examen, ordonner à l'organisme public de ne pas donner suite à son avis d'intention de conclure le fameux contrat de gré à gré, ce qui l'obligera évidemment à procéder par appel d'offres public là, pour conclure le dit contrat. Donc, c'est un autre pouvoir que détient l'AMP. Puis, puisqu'il est question des sanctions possibles, ben, j'amènerais une petite parenthèse. Il faut noter que l'AMP a un pouvoir d'examen sur la gestion contractuelle des organismes publics, là, un examen global finalement. Et en vertu de ça, elle peut, pour la durée qu'elle fixe, suspendre l'exécution de tout contrat public ou même les faire résilier ces contrats-là si elle est d'avis que la gravité des manquements là, qu'elle décèle lors de son examen, de son audit, le justifie. Donc, Michel, ce que tu dis, c'est, OK, là, tu as parlé des plaintes, c'est excellent. Oui. Mais si un contrat est conclu, un organisme public signe un contrat, les travaux commencent. Oui. L'AMP peut stepper up et dire arrêtez ça. Si elle décide d'exercer son pouvoir d'examen de la gestion contractuelle d'un établissement. Donc, elle ne peut pas intervenir de cette manière-là sur un contrat spécifique. Il faut vraiment qu'elle décide, OK, je débarque dans cet établissement-là et j'exerce mon pouvoir d'examen. Et là, après ça, par rapport à tout ce qu'elle trouve lors de son examen, elle peut ordonner la résiliation ou la suspension là, de certains contrats qu'elle juge mal exécutés, en tout cas, dont elle estime qu'il y a eu des manquements. Même que l'AMP, elle peut aller plus loin que ça. Elle peut même mettre un organisme public sous tutelle. Donc, ce que ça engendre, là, grosso modo, c'est qu'un organisme public qui se ferait mettre sous tutelle, et c'est arrivé là, depuis l'existence de l'AMP, c'est que l'organisme public doit s'adjoindre un autre organisme public pour valider certains processus d'approvisionnement, puis aussi l'accompagner dans la mise aux normes, si je peux dire comme ça, là, des processus. Donc, c'est des sanctions qui peuvent quand même être lourdes parce qu'on perd de l'autonomie comme organisation dans l'exécution de nos contrats. Puis je pense que toutes ces sanctions-là, c'est important de sensibiliser nos requérants par rapport à ça, parce que souvent, bon, ils vont vouloir ils vont vouloir un produit, ils vont vouloir, essayer de voir jusqu'où on est capable d'aller par rapport aux règles, mais tu sais, notre travail, c'est d'offrir un produit ou un bien ou un service. Et dans le fond, dans cet élément-là qu'on a à faire, c'est les meilleures conditions. Et si on se retrouve à un contrat résilié ou une plainte sur le dossier, est obligé d'annuler l'appel d'offres, ben, on ne vient pas de répondre à aucune condition, on n'a pas de contrat. Donc, c'est cet élément-là, puis de se retrouver sous tutelle, ben, ça vient ralentir considérablement les processus d'acquisition de l'organisme. Je pense aussi qu'il faut voir, excuse Marie. Là, vas-y, Alain. Je pense qu'il faut voir le processus de plainte comme une bonne chose. C'est une chose, justement, qui donne des outils à nos fournisseurs de pouvoir, dans le passé, comme je dis souvent, je suis patriarche de l'équipe ici. Dans le passé, les fournisseurs ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Les organismes avaient tout le pouvoir de dire oui, non, ça ne m'intéresse pas, je vais faire entente avec une personne en particulier. Maintenant, ça leur donne un pouvoir, justement, de pouvoir négocier, de pouvoir travailler au même, que c'est une grosse compagnie, une petite compagnie, tout le monde peut travailler au même niveau. Donc, ça ouvre la compétitivité, justement, que possible entre compagnies, puis favorise d'avoir souvent des meilleurs prix ou des meilleurs services, ou des meilleurs services à meilleur prix de ce côté-là. Donc, je pense que la plainte ne doit pas être vue comme un ennemi, mais doit être vue comme un outil qui est pratique, qui fait partie de la synergie de tout ça. Puis je pense pas qu'un approvisionneur fait volontairement une erreur pour passer à côté des plaintes. Donc, oui, vous passez en dessous des réglementations. Donc, la plainte est un outil, justement, puis Gabriel l'a dit un peu tantôt, ça donne un outil aussi pour vous sortir des exemples. Le site de l'AMP est très bien pour ça. Il y a des exemples de plaintes, il y a des exemples de jugements. À partir de là, c'est des outils que ça vous donne pour justement vos équipes à l'interne, pour leur montrer, vous aider justement à les convaincre de prendre la bonne direction.
Ah, c'est carrément là que je m'en allais, Alain. C'est tellement, c'est une bonne chose pour les approvisionneurs publics parce que souvent, à l'époque, il n'y avait pas cette autorité-là. Souvent, les approvisionneurs publics se faisaient challenger à l'interne. Hein. Est-ce qu'on peut rouler à 120 sur l'autoroute? Ben là, les approvisionneurs publics ont des exemples concrets hein, en allant sur le site de l'AMP d'ordonnances qui sont des arguments en leur faveur finalement pour ne pas rouler à 120 là, sur l'autoroute alors qu'on leur demande. Je conclurai aussi mon intervention avec la petite particularité qui est relative aux municipalités. Je vous ai parlé là, des pouvoirs de sanction de l'AMP, mais il faut savoir qu'à l'égard des municipalités, l'AMP a seulement des pouvoirs de recommandation. Donc, elle intervient dans les mêmes genres de processus, là, l'appel d'offres public, l'homologation et la qualification de fournisseurs, ainsi que les contrats de gré à gré qui sont conclus en vertu là, de la disposition de fournisseur unique, parce que dans la loi sur les cités et villes, ben, la notion d'intérêt public comme motif de gré à gré n'existe pas, mais il y a une disposition qui concerne le fournisseur unique. Donc, elle intervient finalement en recommandant à la municipalité soit de modifier ses documents d'appel d'offres, un peu de la même manière, mais elle n'a pas de pouvoir d'intervention. Faut savoir toutefois que c'est selon mon expérience là, que les municipalités ont plutôt tendance à suivre les recommandations de l'AMP. Donc, même si elle n'a pas le pouvoir d'intervention, généralement, ce qu'elle recommande, ben, les municipalités le suivent parce que ces examens mettent généralement en lumière là, des réelles lacunes en matière de gestion contractuelle auxquelles il faut remédier par traitement équitable des concurrents parce que le rôle d'un approvisionneur public, c'est notamment de s'assurer du traitement intègre des concurrents. Donc, si on te met en pleine face une lacune à cet effet-là, ben, comme approvisionneur public, tu as un devoir moral, là, évidemment, de corriger ta lacune. Alors, je voulais préciser cette petite nuance par rapport aux municipalités. Patrick, il ne faudra pas oublier non plus que depuis le 8 août 24, toute entreprise intéressée à conclure un contrat public doit reconnaître au moyen d'une déclaration écrite, je répète, d'une déclaration écrite, avoir pris connaissance des exigences d'intégrité et s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant la durée du contrat. Et ça s'applique à tous les contrats, sans exception, peu importe leur valeur. La déclaration d'intégrité devra être transmise au moment du dépôt d'une soumission à la suite d'un appel d'offres ou à la conclusion d'un contrat de gré à gré. Cette obligation est applicable à tous les contrats publics, peu importe leur valeur, comme je viens de dire. Allez, est-ce que tu viens de dire sous les seuils d'appel d'offres aussi? Tous les contrats, peu importe la valeur. Alors là, tu inclus les contrats, les achats par carte de crédit? Tous les contrats, il ne faut pas oublier, un bon de commande légalement, c'est un contrat. Donc, logiquement, potentiellement, puis je ne sais pas si on va tous se rendre là un de ces jours, c'est nouveau, c'est un nouveau règlement, c'est une nouvelle façon de faire, mais logiquement, chacun des bons de commande, votre fournisseur devrait vous fournir, à chaque soumission que vous faites, il devrait vous fournir un formulaire d'intégrité. Si tu le lis textuellement. Mais si le fournisseur il est sur le REA, as-tu besoin de te le fournir? Non. C'est sur le REA, il est approuvé. OK. C'est pas un problème de ce côté-là. Mais il ne faut pas oublier, pour être sur le REA pour un service, c'est 1 million. La construction, c'est 5 millions. Et les biens ne sont pas couverts. Donc, toute commande de biens devrait avoir un formulaire d'intégrité. Je sais, on est en train d'apprendre, on va voir comment le Conseil du Trésor et l'AMP se dirigent avec ce dossier-là, mais ça ne sera pas nécessairement un dossier facile de travail. Parce qu'en partant, il y a encore un côté. Est-ce qu'à chaque fois que j'envoie un bon de commande, le fournisseur doit me signer quelque chose, me le retourner? Selon ce qui est écrit dans le texte de loi, oui. Mais il ne faut pas oublier non plus. Ce qu'on demande souvent au fournisseur dans l'appel d'offres, c'est de vous lui donner l'obligation d'avoir vérifié le côté intégrité et puis de le signer. Mais encore là, il faut voir comment on va traiter ça, comment on va l'avoir. Donc, il va y avoir des nouvelles choses qu'on va regarder. Dans le contexte, les organismes publics devront ajouter dans leur document d'appel d'offres un formulaire permettant aux entreprises d'attester leur intégrité. C'est là qu'on disait, il va y avoir un formulaire dans vos appels d'offres. Puisque cette obligation découle de la loi 18, rappelez-vous, allez lire un peu la loi 18, visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics et à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'autorité des marchés publics. Le non-respect de celle-ci entraînera le rejet automatique de la soumission.
Donc, ça peut aller très loin. Il s'agit donc d'une condition de conformité. On va parler des conditions de conformité un petit peu plus loin de ce côté-là. Il est important de noter que la déclaration d'intégrité n'est pas exigible si le contrat est déjà visé par l'autorisation de contracter ou de bien de contrat, soit sous les seuils exigeants. L'entreprise détient l'autorisation de contracter. Donc, si votre entreprise a déjà l'autorisation de contracter, elle est correcte. C'est tout de côté, si elle ne l'a pas, qu'il va falloir comment on travaille ça. Vous avez un bon de commande de 50 $, est-ce qu'on va demander une autorisation d'intégrité pour un contrat de 50 $? Il n'y a rien de terre, ça sera précisé probablement dans les règlements futurs, dans ce qui s'en viendra. Un bon défi pour les organismes publics et les municipalités. Ça me fait penser, en fait, je reviendrai en arrière, Patrick. On a eu un petit échange ensemble, puis mon cerveau a continué de fonctionner. Puis j'aimerais apporter une petite nuance là, par rapport à ma réponse. Mais en fait, ce que je t'ai dit, c'est exact. Mais par contre, il faut savoir que ce qu'on échangeait sur est-ce que l'autorité des marchés publics peut annuler un contrat qui est en cours d'exécution. En fait, je te disais, elle ne peut pas l'annuler si elle n'exerce pas son pouvoir d'examen. Toutefois, il faut savoir que l'autorité des marchés publics peut intervenir dans les contrats si elle reçoit pas une plainte, mais un renseignement, si elle se fait communiquer un renseignement d'une personne intéressée ou pas par rapport à un contrat ou un appel d'offres en cours, ou si elle décide elle-même d'enquêter sur un contrat ou un appel d'offres. Elle ne peut toutefois pas annuler le contrat, annuler l'appel d'offres ou exiger de l'organisme public de modifier ses documents, mais par contre, elle peut émettre des recommandations à l'organisme public ou à la municipalité sur la base de ces scénarios-là. Donc, lorsqu'elle reçoit un renseignement ou lorsqu'elle enquête de son propre chef. Donc, c'est la petite nuance que j'aimerais apporter. Donc, il est possible que vous ayez un appel de l'autorité des marchés publics à l'égard d'un appel d'offres en cours, même si vous n'avez pas reçu de plainte de la part de fournisseurs basée sur cette disposition-là. En terminant, Alain, tantôt, a effleuré un petit peu l'élément de toutes les décisions et les recommandations de l'AMP qui sont sur son site Internet. Et je pense qu'en préparation d'un appel d'offres, je pense que c'est important que les professionnels en approvisionnement consultent ces décisions-là pour comprendre non seulement les décisions qui ont été mises en place, mais aussi le modus operandi de l'AMP, parce que les décisions viennent détailler les différentes étapes et souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent et tout ça. Est-ce que tu connais ton marché quand tu as décidé de mettre tel critère? Est-ce que tu savais l'impact sur le marché? Donc, ce sont des questions qui sont posées et je pense que la lecture de ces décisions-là puis de ces recommandations-là, c'est une bonne préparation et même, j'aurais peut-être une petite demande à l'AMP, une petite recommandation, c'est peut-être de nous les placer par sujet pour faciliter la lecture parce qu'on les a par année ou par type, mais de les avoir par thématique, par exemple, coût d'impact, clause de conformité. Bon, ben ça nous aiderait beaucoup là, dans la façon de faire, mais je comprends qu'au nombre de décisions qu'il y a présentement, c'est pas nécessairement une tâche facile, mais ça serait très apprécié si un jour on pouvait avoir au moins un moyen de recherche là, qui nous permettrait par mots-clés d'atteindre rapidement le sujet qu'on veut atteindre là, dans les secondes de ta demande. Ouais. Okay, donc, Gabriel, c'est ça. Ces décisions-là devraient être des documents qui devraient être consultés par les approvisionneurs quand ils se préparent à lancer un appel d'offres ou signer un gré à gré ou quelque chose. Juste voir quelles ont été les décisions rendues. Tout à fait. C'est une mine d'or d'informations, puis ça devient en quelque sorte une jurisprudence parallèle, en quelque sorte, là, parce que l'AMP est quand même assez constante dans sa façon de faire. Donc, si elle a pris une orientation sur un dossier X, par exemple, sur le coût d'impact, ben, tout porte à croire que c'est la ligne qu'on doit prendre. Puis parfois, la loi, ben, elle n'est peut-être pas claire sur la façon de faire, mais l'AMP vient en quelque sorte, par sa décision, donner une orientation peut-être plus claire là, sur la façon d'utiliser certaines dispositions. Là. Parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Mesdames et messieurs, il est de votre devoir de connaître le rôle de l'AMP quant à la surveillance des marchés publics et l'application des lois et des règlements encadrant les contrats publics au Québec.
Vous travaillez en approvisionnement? Dans le secteur public, il est de votre devoir de connaître et comprendre la mission de l'AMP. Lorsqu'on lit les décisions, ce que Gabriel vient de dire, là, lorsqu'on lit les décisions rendues de l'AMP, on constate que plusieurs d'entre elles s'appuient sur des exigences parfois trop sévères ou non justifiées du besoin requis par le donneur d'ouvrage. Panélistes, pour la deuxième partie de l'épisode, penchons-nous sur les conditions d'admissibilité et de conformité des appels d'offres publics. Comment être clair et précis et sans ambiguïté pour les soumissionnaires? Conditions trop sévères où il y a risque de recevoir une plainte? Mais d'entrée de jeu, il est important d'établir la différence entre la condition de conformité et la condition d'admissibilité. Il y a certaines personnes qui se mélangent entre les deux. Gabriel, j'aimerais ça que tu nous donnes une définition. C'est quoi une condition d'admissibilité? Je n'irai peut-être pas dans une définition Larousse ou le petit Gabriel, mais néanmoins, je peux vous donner un peu les grandes lignes de conditions d'admissibilité. Il faut comprendre que l'admissibilité va toucher davantage l'entreprise qui souhaite déposer une soumission que la soumission elle-même. Donc, par exemple, dans les critères d'admissibilité, d'être sur le REA ou le RENA peut être un critère d'admissibilité. Le fait de déposer sa soumission à l'heure aussi là, en fait également partie. Et ce qu'il faut comprendre au niveau de l'évaluation des soumissions, c'est que ça ne doit pas être sujet à interprétation. C'est un go, no-go, comparativement à des critères qu'on pourrait mettre dans un appel d'offres qualitatif où là, il y a un comité de sélection qui va évaluer. Par exemple, dans un appel d'offres qualitatif, on pourrait dire, on veut voir que l'entreprise, elle a fait des mandats similaires et là, on vient évaluer est-ce que les mandats soumis sont similaires, tandis que si on dit, par exemple, dans un critère d'admissibilité, l'entreprise doit avoir fait, par exemple, 3 mandats. Par exemple, si on construit une aréna, elle doit avoir construit 3 arénas. S'il y en a construit 2, c'est pas, non, il y en a construit 2, c'est 3 qu'on a demandé. C'est non conforme. Donc, c'est vraiment là des critères là, qui sont très faciles à exécuter et tout ça. Et il faut aussi se poser la question, quand on a un critère d'admissibilité comme un critère de conformité, est-ce que cet élément-là est essentiel? Il y a un peu tout ça, mais je vais laisser la suite à mes collègues là, par rapport à tout ce merveilleux monde de l'admissibilité et de la conformité. Là, c'est ça. J'aimerais qu'on oriente l'auditoire avec des exemples. C'est plus facile de comprendre. Donc, est-ce que ce serait possible, panélistes, de me sortir des exemples concrets de conditions d'admissibilité? Peut-être Marie-Michel? Je commencerai avec un premier exemple qu'on retrouve dans la majorité des appels d'offres publics. L'exemple 1, ça serait le soumissionnaire doit posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires à, évidemment, l'exécution du contrat. Donc, dans cet exemple 1-là, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cet exemple-là. Ça paraît court, là, mais il y a du stock là-dedans. Donc, dans cet exemple, on voit bien qu'on ne demande pas de fournir de documents. Ça, c'est quelque chose que je juge très important quand il est question d'énoncer une condition d'admissibilité. Essayez le moins possible de dire c'est tel document qui doit être joint à la soumission parce que ça vous place dans une situation où si le document n'est pas là, vous allez être obligé de rejeter la soumission. Alors qu'une condition d'admissibilité, c'est relatif à ce que l'entreprise détient. Donc, je vous ferai aussi remarquer que dans mon exemple, on ne précise pas dans le détail c'est quoi le permis. Le permis, tu sais, c'est-tu le permis X, Y ou Z qu'on a besoin? C'est quoi la qualification précise? Et c'est quoi la licence aussi qui est requise? En fait, cette disposition-là, comme je le disais, qu'on retrouve dans la majorité des appels d'offres publics, fait plutôt référence aux éléments qui découlent soit d'une loi ou d'un règlement qui est applicable à l'exécution du contrat subséquent de l'appel d'offres. Donc, en d'autres termes, c'est en lien avec le minimum requis par la législation en vigueur pour pouvoir exécuter le contrat. Donc, on ne devrait pas utiliser cet énoncé qui est très générique pour valider que le soumissionnaire dispose, par exemple, d'une accréditation facultative à son domaine, mais obligatoire pour l'appel d'offres.
Donc, si vous avez ce genre d'exigence-là, là, facultative au domaine, mais que vous souhaitez vraiment valider, vous souhaitez que l'entreprise détienne ça pour exécuter votre contrat parce que ça vous permet d'évaluer la profondeur de l'entreprise ou des expériences un petit peu plus précises, bien, vous devez formuler une condition d'admissibilité qui est propre à cette exigence-là facultative. Donc, vraiment utiliser ça pour ce qui est relatif à la législation, à la réglementation en vigueur. Marie-Michel? Oui? Je t'entends, là, mais tu sais, sous-catégorie 1.3, licence RBQ, entrepreneur, tu sais que tu veux que les soumissionnaires aient cette sous-catégorie-là, mais si tu ne le mentionnes pas, puis si ton devis est mal monté, tu pourrais induire en erreur les soumissionnaires qui disent « OK, elle ne l'a pas écrit, je pense que je suis capable de bider là-dessus ». Il n'y a pas un risque de ne pas le mentionner? Non, il n'y a pas de risque parce que dans le fond, il faut savoir que il y a des lois qui sous-tendent les marchés de construction et pour pouvoir réaliser un ouvrage X dans le domaine de la construction, ben, l'entreprise a l'obligation de détenir la licence Y de la RBQ. Donc, que tu le mentionnes ou pas, ça n'enlève pas du tout cette obligation-là qui découle d'une loi qui est supérieure finalement à ton appel d'offres et qui englobe finalement là, ton marché public. Donc, en fait, c'est tout le contraire. Moi, je ne recommanderais pas de nommer dans votre appel d'offres la catégorie de licence RBQ requise. Trop souvent, là, il y a ceux qui tentent de le faire, je vais le dire comme ça, il y a des erreurs qui se glissent dans les documents d'appel d'offres, ce qui rend invalide leur appel d'offres. Quand tu dis, ben, pour réaliser mon mandat, tu dois avoir la licence X ou Y RBQ, puis finalement, c'est pas celle-là que ça prend, c'est un autre, ben, ça peut générer des problèmes. D'ailleurs, c'est pas la prérogative du donneur d'ordre de choisir la licence RBQ. Ça, je l'ai déjà entendu. Ouais, on va lui demander quelle est la licence X parce que ça va me démontrer qu'il y a de l'expérience dans telle affaire. Puis ça, ben, c'est connexe à mon marché. Puis ça va me permettre d'évaluer la profondeur. Non, une licence RBQ, c'est vraiment en lien avec la loi sur les bâtiments du Québec et c'est pas à un organisme public de déterminer laquelle est nécessaire. Donc, lors de l'évaluation des soumissions, vous pourrez faire toutes les validations requises, notamment en appelant la RBQ, c'est possible, ils ont une ligne de renseignement général, ou encore en contactant vos professionnels qui vous accompagnent dans l'exécution de vos projets, soit vos ingénieurs, vos architectes, pour savoir si les licences que détiennent votre soumissionnaire sont adéquates pour réaliser le mandat. Que vous l'ayez nommé ou pas, ben en fait, que si vous ne l'avez pas nommé, puis qu'il n'y a pas la bonne licence, votre soumissionnaire, ben basé sur cette exigence-là, vous serez en mesure de le déclarer non admissible. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça répond à ta question, Patrick? Ah oui. Je dirais, toujours pour aider là, à mieux comprendre l'exemple 1, quelque chose qui est important, par contre, c'est que si vous souhaitez valider quelque chose, ben revenons avec notre exemple là, de la licence RBQ. Si vous voulez faciliter la vie dans le cadre de l'évaluation des soumissions, ben c'est une bonne idée d'ajouter dans vos documents d'appel d'offres un article qui s'appelle liste des documents à fournir avec la soumission, par exemple. Là. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là, c'est un exemple de titre, mais qui viendrait édicter aux soumissionnaires c'est quoi que vous avez besoin comme information, comme document pour vous permettre d'évaluer justement les différentes conditions qui sont énoncées là, dans mon exemple. Donc, par exemple, vous pourriez dire le soumissionnaire doit joindre à sa soumission son permis de transport des marchandises dangereuses, parce que votre marché, c'est de transporter de la marchandise dangereuse, par exemple. Ou encore, si vous voulez louer une salle puis qu'il y ait de la vente d'alcool pour un événement X ou Y, ben, vous pourriez demander à votre soumissionnaire de joindre à sa soumission son permis de vente d'alcool délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, vous n'avez pas besoin d'édicter une condition de conformité spécifique à ça, puisque c'est la base pour pouvoir fournir une salle qui peut vendre de l'alcool, ben, ça va le prendre, ce permis-là. Donc, c'était l'autre ajout que je voulais faire. Alors, voilà. Peut-être un autre exemple, c'est par exemple, lorsqu'on demande à un soumissionnaire là, d'être en opération depuis, par exemple, 3 ans, là, à la limite dépôt des soumissions. La première chose, il faut se poser comme question, c'est pourquoi on exige ça? Hein? Et c'est quoi l'impact sur le marché? Fait que je reviens un peu sur ma conclusion par rapport à l'AMP.
c'est de se poser la question pourquoi je viens restreindre le marché, parce qu'un fournisseur qui ne serait pas là-dedans pourrait potentiellement se plaindre et dire je suis capable de faire le travail et tout ça. Mais bref, dans cet exemple-là, pour valider la conformité, dans le fond, la condition, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est demander au soumissionnaire de joindre la preuve de son enregistrement comme entreprise dans sa juridiction. Puis, dans les cas des entreprises québécoises, il s'agit d'une date d'inscription au registre des entreprises du Québec. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à vérifier. Et je vais faire un petit peu de pouce sur ce que je disais d'entrée de jeu lorsqu'on parlait des conditions d'admissibilité. Oui, il y a des documents qui peuvent être demandés, mais la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un résultat derrière le document qui est demandé. Et moi-même, j'ai déjà été un petit peu victime en début de carrière où, pour un appel d'offres d'un bien, il y a une attestation que j'avais demandée là, pour la conformité du bien. Et dans le fond, cette attestation-là, était pas dans la soumission, était exigée, mais c'était quelque chose qui était facilement vérifiable dans un autre registre. Donc, parfois, là, je parlais d'un bien, mais pour une entreprise aussi, il y a des éléments. Le REA, si vous n'avez pas le document de l'entreprise, vous êtes capable d'aller sur le registre puis voir que cette entreprise-là est inscrite au registre. Donc, c'est pas parce que le document n'est pas dedans qu'on va dire il est non conforme. Non, il est conforme, il est inscrit au registre. Donc, c'est d'avoir aussi ce réflexe-là là, de ne pas toujours focusser sur le document, mais plus sur qu'est-ce qu'on peut vérifier en lien avec l'admissibilité ou la conformité là, d'une entreprise ou d'une soumission. Gabriel, il ne faut pas oublier aussi, il y a eu beaucoup de jurisprudence qui ont passé en cours, justement pour certains documents qui étaient manquants, mais le juge a dit que, comme tu viens de dire toi-même, tu aurais pu aller vérifier sur le registre des entreprises, voir si l'entreprise existe puis combien de temps qu'elle existait. Même si tu n'as pas mis ton formulaire, il y a quand même moyen de savoir si c'est vrai. L'important, tu as demandé qu'elle l'aille, qu'elle oublie le formulaire, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit. Si elle l'est, tu peux pas la rejeter nécessairement d'emblée. Donc, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est l'étude qui rentrait, ça. J'ajouterais, Gabriel, pour revenir sur le contenu de ton exemple, là, puis tu l'as un peu dit en début, là, faites attention, hein, l'exemple, là, je le rappelle, c'est le soumissionnaire doit être en opération depuis au moins 3 ans à la date limite du dépôt des soumissions. Peut-être garder en tête là, quand vous vous lancez dans ce genre de proposition-là comme condition de conformité que être en opération depuis 3 ans, ça ne veut pas dire que 3 ans d'expérience dans un marché similaire à votre contrat, là. Donc, des fois, ça vaut peut-être la peine de venir préciser, doit avoir 3 ans d'expérience, mais dans un domaine, en tout cas dans un truc un petit peu plus précis parce que des fois, les entreprises se diversifient avec le temps. Puis, il y a 3 ans, ils étaient peut-être dans l'alimentaire, puis là, sont rendus, je ne sais pas, dans un autre domaine qui est votre marché, oui, elle respecte la condition, mais son expérience antérieure n'est pas nécessairement pertinente. Alors, un petit... c'est un bon point. Un petit attention. Il ne faut pas oublier aussi, c'est un couteau à double tranchant, hein, parce que si vous avez un minimum de 3 ans, une entreprise qui a 2 ans, 364 jours est automatiquement rejetée. Donc, préparez-vous, quand vous mettez des clauses de même, c'est très, très important de faire attention. Le couteau deux tranchants existe tout le temps. Puis, non, c'est pas grave, c'est une journée. Vous avez dit minimum 3 ans. Ça a 2 ans, 364 jours, c'est un rejet automatiquement. Absolument. Un autre exemple qu'on peut avoir de ce côté-là, le soumissionnaire doit avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. Donc, c'est un autre type d'exemple qu'on peut avoir de ce côté-là ou qu'on demande. Encore là, vous ne demanderez pas nécessairement. Il y a moyen d'aller voir s'il y a un registre, s'il y a une adresse civique, etc. Une entreprise qui a une boîte postale ne rencontrait pas cette clause-là en tant que telle. Donc, c'est un exemple qui pourrait exister de ce côté-là aussi. Un autre exemple? Gabriel, je pense que tu avais un exemple. Oui, dans le fond, je reviendrai avec, j'en ai parlé tantôt, avec le RENA et le REA. Donc, le RENA aussi, l'inscription au RENA au moment là, de la période de l'admissibilité de la soumission et même dans l'exécution du contrôle, il faut comprendre que le RENA aussi,
s'applique également là, pendant la durée du contrat, mais essentiellement du dépôt de la soumission jusqu'à l'octroi du contrat là, pour les exemples qu'on vous donne présentement dans l'analyse des soumissions. Mais il faut savoir que pendant l'exécution, si l'entreprise s'y retrouve, il y a des procédures à suivre là, par rapport à ça. Et il y a aussi au niveau de l'AMP, aussi le registre des entreprises admissibles. Et faut pas oublier qu'il y a une petite particularité. Hein? Quand que l'AMP a été créé, on pouvait recevoir, l'entreprise pouvait s'inscrire entre le dépôt de la soumission et l'octroi du contrat. Donc, parfois, on jouait avec le délai de validité des soumissions, puis là, des fois, on poussait un petit peu parce qu'il y avait le processus qui était pas terminé. Là, maintenant, on peut plus faire ça. Dans le fond, au dépôt de la soumission, s'il n'est pas inscrit au registre des entreprises admissibles, ben c'est une non-conformité. Donc, c'est plus au moment de l'octroi ou de l'adjudication du contrat, c'est vraiment au dépôt de la soumission. Fait que c'est deux exemples là, qui sont importants. Et l'autre, peut-être, précision que je fais par rapport à l'AMP, souvent, on va au REA, souvent, on va faire une estimation dans un contrat. Donc, si vous estimez que votre contrat de service est au-dessus d'1 million ou de construction au-dessus de 5 millions, c'est important d'y mettre la clause. Mais sachez que si votre contrat, en incluant tout, là, tout ce qui est inclus, les options et tout ça, est inférieur à 1 million, vous êtes plus obligé de l'avoir. S'il l'a, tant mieux, mais s'il l'a pas, vous êtes, le soumissionnaire est correct. Donc, c'est peut-être juste la petite particularité par rapport au registre des entreprises admissibles où il peut y avoir, là, même si on a mis cette information-là, la clause vient dire les contrats de service au-dessus d'1 million, ou de construction de 5 millions. Or, si c'est en dessous, ben, le soumissionnaire peut soumissionner et être conforme là, si on se trouve en dessous de ça. Donc, Gabriel, tu te reçois de multiples soumissions, puis il y en a qui sont en bas du 1 million, puis d'autres sont supérieurs à 1 million. Bon, ben, il y en a qui vont l'avoir, d'autres qui ne vont pas l'avoir. Tout à fait. Okay. Tout à fait. D'ailleurs, ça m'amène à y aller d'une petite recommandation là, qui n'est pas nécessairement en lien avec les conditions de conformité. Mais en tout cas, oui, vous allez comprendre. En fait, quand vous avez un marché qui est peut-être pas un marché orthodoxe, dans lequel vous avez un contrat de service supérieur à 1 million, incluant tout, comme vient de si bien le mentionner Gabriel, ben hein, vous faites toujours une analyse de marché avant d'aller en appel d'offres. Vous savez à peu près qui sont les joueurs potentiels. Ben, allez jeter peut-être un petit coup d'œil au REA afin de voir si vos joueurs potentiels la détiennent, la fameuse autorisation de contracter. Parce que si vous vous rendez compte que plus de 60%, je ne sais pas, de vos soumissionnaires potentiels ne la détiennent pas, bien, peut-être en amont de lancer votre appel d'offres, ça serait peut-être intéressant soit de publier un appel d'intérêt pour annoncer que ce marché-là qui s'en vient, puis que ça serait peut-être une bonne idée d'aller vous procurer l'autorisation de contracter, ou en tout cas, au moins, ça va vous donner des indicateurs que vous risquez d'avoir plusieurs soumissions là, qui sont non admissibles. Donc, c'est important de savoir ça là, avant de lancer votre bonne idée. Oui. Très bon point, Marie-Michel. Une autre chose qui pourrait se rappeler pour ceux qui ne le savent pas, avoir une attestation de l'AMP peut prendre de 6 mois à 1 an. Tout à fait. Donc, vous devez prévoir d'avance, si vous pensez en avoir besoin, de faire votre appel d'intérêt tout simplement pour annoncer vos couleurs. Mais ça peut prendre de 6 mois à 1 an votre fournisseur, même si c'est le meilleur fournisseur au monde, s'il n'y a pas son attestation, il ne pourra pas contracter. Absolument. Je lancerai un autre exemple pour poursuivre la discussion. Donc, le soumissionnaire doit produire le formulaire d'attestation d'absence de collusion et de conflit d'intérêts dans l'établissement d'une dans l'établissement d'une soumission dûment remplie et signée. Donc, ici, là, dans ce que je viens de lire, puis désolée d'avoir bégayé, la formulation est importante. La condition, c'est pas de joindre le formulaire, hein, c'est doit le produire, doit être en mesure de le produire. Et ça fait toute la différence parce que c'est ce qui va vous permettre de demander d'être capable de demander au soumissionnaire de vous le transmettre après l'ouverture des soumissions si jamais il oublie de le joindre. Donc, faites attention. Donc, cet exemple-là me sert à vous dire, faites attention aux formulations de vos conditions d'admissibilité. C'est important de vraiment le proposer de manière à ce que ça concerne le bagage de l'entreprise, finalement la capacité à soumissionner de l'entreprise et non pas le contenu de la soumission, comme le si bien dit Gabriel lorsqu'il vous a présenté qu'est-ce qu'une condition d'admissibilité.
Il faut juste comprendre, là, je n'ai peut-être pas été jusque-là, mais admissibilité, on parlait d'entreprise, donc il faut comprendre que conformité, on parle du service, du bien et tout ça. Là. Pas un élément, on a peut-être passé rapidement, mais juste pour préciser cet élément-là, là, effectivement. On a fait le tour, je pense, de pas mal d'exemples. Hein? Oui, je pense que peut-être un petit exemple à rajouter, Patrick. Vous allez. Je vais ajouter. On s'entend qu'on est au Québec. On s'entend qu'on a une loi qui est la protection de la langue française. Oui. Puis, il y a des certifications quand vous avez une entreprise de 50 employés et plus. L'entreprise doit avoir un certificat de francisation, avoir fait une demande d'un certificat de francisation, parce que quand vous vérifiez le nombre d'employés, dès que l'entreprise a 50 employés et plus, vous n'avez pas le droit de contracter avec cette entreprise-là, ça n'a pas ce certificat de francisation. Vous faites des demandes de certificat de francisation. Donc, c'est important de ne pas oublier ça aussi. C'est un sujet intéressant, mais une entreprise qui a une localisation au Québec, qui a plus que 50 employés, doit avoir ces certificats de localisation. On a tendance à l'oublier, on peut l'oublier. Puis non, pas, c'est la loi, on n'a pas le choix depuis 2 ans d'avoir ce certificat-là. En passant, ça s'en va à 25 bientôt, si les rumeurs sont bonnes. Je les ai entendus aussi. Parfait. On est même source. On a fait le tour de plusieurs exemples. Donc, pour les conditions d'admissibilité, on devrait toujours formuler nos exigences de manière à pouvoir demander au soumissionnaire de nous fournir un document manquant permettant de valider le respect de la condition. Ce document devra être fourni dans un délai prescrit, confirmé par l'acheteur au soumissionnaire. Toutefois, si le soumissionnaire est incapable de fournir le document ou de démontrer avec le document qu'il respecte la condition d'admissibilité, cela doit engendrer la non-admissibilité de la soumission. Cela signifie que le soumissionnaire ne pourra pas se voir adjuger le contrat dans le cadre de cet appel d'offres. Panélistes, question additionnelle pour vous. Ajoutez une stipulation de rejet automatique. Est-ce que ça peut avoir un effet néfaste sur un processus d'appel d'offres? Pourriez-vous me donner des exemples où le rejet automatique pourrait être perçu comme un désavantage ou un risque pour le donneur d'ouvrage? Ben, en fait, hein, lorsque la condition qui entraîne un rejet automatique concerne une possible erreur d'inattention de la part d'un soumissionnaire, ben, je pense que c'est dans ce genre de scénario-là qu'on peut dire que ça constitue un risque donc pour l'organisme public parce que dans le fond, ce qu'on veut évaluer, hein, c'est pas d'être un bon producteur de soumission, je vais le dire comme ça, mais c'est d'être un bon soumissionnaire, fournisseur éventuel pour l'exécution de ton contrat. Donc, d'être un petit peu trop dans la procédurite, puis d'être trop rigide sur OK, ben là, il n'a pas joint tel document, ben out automatiquement, je ne me bats pas de se poser la question s'il l'a en sa possession, s'il détient les documents ou s'il a juste fait une petite erreur de glisser tel document à sa soumission, ben, ça pourrait nous priver d'avoir de très bons fournisseurs et d'avoir d'excellents prix. Donc, pas trop s'attacher à la procédurite, mais par contre, il faut faire attention à respecter comment on l'a écrit dans l'appel d'offres. Donc, oui, procédurite, si on l'écrit en procédurite, mais je recommande de ne pas l'écrire en procédurite pour permettre justement d'aller chercher là, les clarifications. Bref, mes collègues, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, majoritairement, éviter le mot doit avoir. Ouais. Parce que quelque part, quand vous écrivez pourrait, doit, on s'entend que doit, c'est une obligation. Ouais. Donc, si vous ouvrez, vous dites doit avoir à l'ouverture ce document, ben automatiquement, vous n'avez pas le choix, vous devrez le rejeter. Puis comme on disait tantôt, quelque part, là, il faut essayer d'avoir une flexibilité rigide, je vais l'appeler de même, une certaine flexibilité rigide, parce que quelque part, vous pouvez mettre des bons fournisseurs tout simplement à l'extérieur d'un processus, puis ça serait des très, très bons fournisseurs. C'est sûr, s'il ne peut pas fournir le document, pour une raison quelconque, comme je disais tantôt, la certification de l'Office de la langue française, ça fait partie de la loi. Vous n'avez pas le choix. S'il ne peut pas vous le fournir, s'il ne l'a pas fait, vous devriez tout simplement le rejeter. Mais
quand vous n'êtes pas obligé, n'essayez pas de devenir trop rigide, ça vous donne absolument rien. Il n'y a pas d'avantage nécessairement de prendre cette rigidité-là. Donc, vous n'aurez pas de points supplémentaires, vous n'aurez pas de réduction supplémentaire. Puis, il y a peut-être des fournisseurs qui connaissent le marché probablement beaucoup mieux que vous connaissez le marché, qui savent que cette demande-là, il est tout seul à l'avoir. Donc, il va faire par exprès, il va monter ses prix, il va lécher l'avantage que lui il sait qu'il est seul à l'avoir. Puis si vous acceptez quelqu'un qui ne l'a pas, ben ça va être le téléphone justement à l'autorité des marchés publics. Hey, il ne l'a pas, lui, son document. C'est impossible que ça. Puis vous allez avoir tout le plaisir de faire affaire avec l'autorité des marchés publics. Puis effectivement, vous l'avez touché tous les deux, l'esprit de ça peut coûter plus cher à l'organisme public. Fait que ces critères-là peuvent coûter excessivement cher, dépendamment de la valeur du contrat. C'est un peu contre nature, hein? Approvisionneur, on dit souvent, ah, vous êtes bon pour aller trouver des bons prix, tout ça. Ben, cette erreur-là, au niveau de rejet automatique ou d'exigence trop sévère, ben, ça peut coûter excessivement cher, puis rapidement des dizaines de milliers de dollars à un organisme public parce qu'on a mis quelque chose de trop rigide. Donc, c'est à faire très, très, très attention, d'autant plus que déjà, comme Alain mentionnait, des dispositions que là, on n'a pas le choix, par exemple le QLF ou le REA ou le RENA, ou l'heure limite de dépôt des soumissions qui est... La RQ. Ah, la RQ également aussi, tout à fait. Tout à fait. Donc, on a déjà ceux-là que c'est, excusez-moi le terme anglais, des no-brainers, mais faisons attention de ne pas s'en ajouter. Des no-brainers, mais bon, si on reprend l'exemple de la RQ pour vers l'attestation de Revenu Québec pour donner son nom complet, c'est dans la formulation que c'est important de porter une attention. Si la RQ n'est pas jointe à la soumission, vous n'êtes pas obligé de le déclarer non conforme, non admissible immédiatement. C'est s'il n'est pas capable de vous produire une attestation conforme. Donc, encore une fois, la formulation, c'est le nerf de la guerre. Là. Tout à fait. Un ARQ conforme est une attestation qui est datée d'avant la date d'ouverture de votre appel d'offres. Exact. Si elle vous donne une RQ après la date d'ouverture d'appel d'offres, il est non conforme. Ça, vous n'aurez pas le choix de le rejeter. Ouais. Exactement. Il faut qu'elle soit encore valide. Elle peut avoir été produite il y a de ça 5 ans. Elle ne sera plus valide, probablement. Pas valide, bien sûr. Exact. Mais en fait, là, tout ce qu'on dit là, c'est important de noter là, qu'on est vraiment sur la fine ligne entre ce que les anglophones appellent le bid repair, là, ou en français, la correction des soumissions. Donc, il faut quand même être prudent dans nos agissements parce qu'on peut rapidement se retrouver en litige là, si on fait de la correction de soumission, ce qui n'est pas légal. Donc, si on décide de donner une chance à un soumissionnaire de compléter ou de clarifier les informations contenues dans sa soumission, il est important de vous assurer que vous avez les clauses et conditions dans votre appel d'offres qui vous permettent d'aller chercher ces informations additionnelles-là ou d'aller chercher les clarifications que vous souhaitez obtenir. Vous devez d'ailleurs toujours dans votre demande auprès du fournisseur, vous devriez toujours avoir le réflexe de les citer, en vertu de tel article, je vous demande de clarifier telle information ou autre. Et aussi, vous devriez toujours évidemment laisser un délai relativement court aussi, là, parce qu'en principe, il est censé déjà le détenir. Là, le document, on parle de généralement un oubli là, administratif. Donc, laissez un délai court parce que si vous ne laissez pas de délai, ben là, vous allez être pogné. Vous avez donné la chance de se corriger, mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous équipé pour le rejeter ou pas? Fait que laissez un délai. Comme ça, à l'expiration du délai, ben, vous réservez le droit. Je vais Marie-Michel, mais un délai raisonnable? C'est quoi un délai raisonnable? Court? Tout dépend. 3 semaines, 2 mois? C'est quoi un délai raisonnable court? Relativement court, donc 3 mois, non, clairement pas aller là. Mais faites appel à votre bon jugement, puis tu sais, ça devrait être en lien avec ce que vous demandez. Tu sais, retourner un formulaire signé 24-48 heures, évidemment, dépendamment, vous êtes où dans le calendrier, devrait être suffisant. Mais si vous demandez quelque chose d'un petit peu plus costaud, ben là, peut-être y aller à 5 jours, mais rarement, on devrait laisser plus que 5 jours là, pour vous fournir une réponse. En tout cas, ça serait, à mon humble avis, là, les délais que je juge raisonnables. Avec toi. Oui, exact. Fait que voilà, c'était la petite nuance sur le bid repair là, que je voulais faire parce que c'est quand même dangereux de jouer sur ce terrain-là. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Michel. Donc, on a fait un beau tour de piste sur les conditions d'admissibilité. Maintenant, on va parler
des conditions de conformité. Donc, un peu comme Gabriel tout à l'heure, Marie-Michel, est-ce que tu veux te lancer là-dedans? Peux-tu nous pister un peu sur c'est quoi une condition de conformité? Donc, une condition de conformité, ça concerne la soumission proprement dite. Donc, finalement, le document que le soumissionnaire a choisi de préparer pour répondre à votre appel d'offres. Donc, comme c'est le cas dans la condition d'admissibilité, la formulation d'une condition de conformité doit jamais laisser place à la subjectivité. Son interprétation, ça doit être de type pass or fail, noir ou blanc en français. Parce que c'est pas évalué par un comité de sélection. Donc, les seules places où il y a de la subjectivité, c'est quand les critères sont évalués par un comité de sélection, ce qui n'est pas le cas pour une condition de conformité. Donc, les conditions de conformité ne devraient jamais recouper non plus les conditions d'admissibilité. En d'autres termes, c'est pas l'endroit pour demander de joindre le document X ou Y qui vient prouver que le soumissionnaire respecte une condition d'admissibilité. Tout à l'heure, comme je viens de le dire, en fait, la condition de conformité concerne le document produit par le soumissionnaire pour répondre à votre appel d'offres. Donc, vous n'allez pas recouper vos conditions d'admissibilité. Vous allez probablement vous tirer dans le pied puis pas être capable justement de demander les corrections comme on vient de le mentionner. Généralement, le non-respect d'une condition de conformité entraîne le rejet automatique des soumissions, alors que dans les conditions d'admissibilité, il y a plus place généralement à aller chercher des clarifications, des corrections. Il est donc important de bien réfléchir avant d'ajouter une exigence, une condition de conformité dans vos documents d'appel d'offres. Mais il est toutefois important de noter que pour les organismes publics, les règlements d'application de la loi sur les contrats des organismes publics imposent l'inclusion d'un certain nombre de conditions de conformité. Donc, vous devez minimalement avoir celle-ci là dans votre appel d'offres et rajouter celle qui serait pertinente. Toutefois, pour les municipalités, on n'a pas ce genre de disposition-là dans la loi sur les cités et villes. Donc, le législateur ne prescrit pas l'insertion d'un certain nombre de conditions de conformité. J'ajouterais aussi que tout ça est en mouvement parce que le gouvernement a publié dans la Gazette officielle un projet de modification au règlement d'application de la loi sur les contrats des organismes qui va venir justement toucher les conditions de conformité qui sont prescrites à l'heure actuelle. Donc, tenez-vous informés là, de ça parce que certaines choses vont changer. Là. Il y a des assouplissements à venir. Évidemment, ce qui est publié présentement dans la Gazette officielle ne sera pas nécessairement dans sa forme actuelle transposée dans les règlements. Donc, il faut tout simplement se tenir à jour. Là. On n'entrera pas dans ce détail-là aujourd'hui là, pour ne pas mêler les gens parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être là, en bout de piste. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, là, pour bien comprendre qu'est-ce qu'une condition de conformité, je propose d'y aller aussi avec des exemples. Je propose de me lancer là, dans le premier exemple. Donc, le premier exemple pourrait être la formule de soumission utilisée doit être celle de la ville ou de l'organisme public, là, peu importe qui lance l'appel d'offres, ou une reproduction de celle-ci. Donc, ici, on réfère là, à ce que d'autres appellent le fameux bordereau de prix ou le bordereau de soumission. On en fait une condition de conformité parce que ça va vous permettre de vous assurer d'évaluer tous les soumissionnaires sur une même base. Donc, c'est-à-dire que si vous demandez un prix forfaitaire, puisqu'un soumissionnaire s'aventure pour répondre à votre appel d'offres en vous fournissant un prix ventilé avec toutes sortes de prix unitaires, bien là, vous allez être dans une situation où vous allez comparer probablement des pommes avec des oranges parce que vous n'allez pas pouvoir savoir à 100% celui qui m'a ventilé toutes sortes de prix unitaires. Est-ce qu'il y a tout inclus les dispositions de mon appel d'offres? Est-ce que vraiment il n'y a aucun oubli alors que lui qui a répondu dans votre document, vous avez la certitude que c'est un montant forfaitaire parce que, évidemment, votre libellé prescrit que c'est un montant forfaitaire. Donc, ça serait la raison pour laquelle on voudrait intégrer là, ce genre de conditions de conformité.
un autre exemple, le prix soumis ne doit pas se retrouver à aucun autre endroit, de quelconque façon que ce soit, dans la soumission, ailleurs que dans l'enveloppe cachetée prévue à cet effet. Donc, ce genre de condition de conformité-là, on l'utilise quand on est dans un processus d'évaluation en 2 étapes, ce que les municipalités appellent en 2 étapes. Pour les organismes publics, je me rappelle plus comment on appelle ça. En tout cas, une évaluation qualitative avec le facteur. Un appel d'offres en qualité. OK, bon. Un appel d'offres en qualité, là, lorsque vous utilisez le fameux facteur K. Oui. Donc, bref, on utilise ça dans ces situation-là parce qu'on veut s'assurer que lorsqu'on procède à l'évaluation qualitative, on fait fi du prix. Donc, on accorde vraiment une note basée sur le document de qualité et le prix est connu par la suite. Si le prix est connu au moment d'évaluer la qualité, bien là, ça vient vicier votre processus et c'est pour ça qu'on devrait déclarer les soumissions non conformes et c'est pour ça d'ailleurs que la réglementation le prescrit. Donc, c'est 2 exemples que je voulais vous lancer comme ça. Je pourrais peut-être en mettre un troisième assez rapidement. Oui. Un exemple, le soumissionnaire ne doit présenter qu'une seule soumission. Donc, c'est déjà arrivé dans certains cas. Vous avez un soumissionnaire qui va envoyer votre soumission sur SEAO, puis vous allez recevoir une merveilleuse enveloppe papier dans le document. Bien, ça devient un rejet automatiquement. Pourquoi? Parce que les prix d'une enveloppe pourraient différer des prix de la soumission de SEAO. Donc, laquelle devient la bonne? Vous êtes pris dans un dilemme. Donc, dans votre appel d'offres, vous mettez justement cette condition-là en disant que le soumissionnaire n'a droit qu'à une seule soumission, par exemple. Ça m'est déjà arrivé personnellement. La personne l'a fait SEAO, n'était pas trop sûr, donc on l'a envoyé papier aussi. Puis, tu rentres à 2 soumissions, puis c'est tellement triste, tu es obligé de racheter une compagnie de lui dire, tu m'as envoyé 2 soumissions. Ouais, mais c'est la même chose. Ouais, mais c'est parce que c'est marqué article 13.2.4. C'est un rejet automatique. D'ailleurs, à cet effet-là, puis c'est tout à fait vrai là, pour les organismes publics, vous n'avez pas le choix. La réglementation le prescrit. Par contre, c'est pas le cas pour les organismes, pour les municipalités, en fait. La loi sur les cités et villes ne prescrit pas d'accorder un rejet automatique lorsqu'il y a la soumission à la fois papier ou électronique. Mais par contre, ça serait une bonne idée de prévoir le scénario dans vos documents d'appel d'offres parce que si la situation se présente et que vous avez 2 prix différents, qu'allez-vous faire? Ça serait important que votre appel d'offres soit loquace à cet effet-là parce que c'est un scénario qui est probable. Pendant que vous parlez de dépôt de soumission, vous savez, même avec l'expérience, des fois, on confond admissibilité et conformité. Puis je me rends compte que je l'ai fait tantôt quand je mentionnais qu'en admissibilité, le dépôt de la soumission. Donc, je vais m'en reprendre. C'est la beauté, c'est que je peux m'en reprendre. Dans le fond, il faut comprendre que votre soumission, si elle est déposée, là, on parlait de 2 soumissions, mais c'est en retard. C'est un élément de conformité qui n'est pas respecté. Ça entraîne un rejet automatique. Donc, je voulais corriger mon erreur de tantôt en revenant avec cet exemple-là, vu que vous étiez dans le sujet, là, bien entré dans le sujet, Alain et Marie-Michel. Tout à fait. Puis ton exemple, ça, c'est essentiel de l'avoir comme condition de conformité parce qu'on le sait, les organismes publics et les municipalités doivent faire des ouvertures publiques, des soumissions. Donc, si elle est déposée en retard, si on a fait l'ouverture publique, bien évidemment, les prix sont connus. Donc, trop facile après ça de s'infiltrer comme plus bas soumissionnaire dans un appel d'offres. Donc, celle-là, elle est à ne pas oublier. J'ai le goût de vous donner un autre exemple qui est plus large, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet autre exemple-là qui vient de me venir en tête. Là. La soumission ne doit être ni conditionnelle ni restrictive. Donc, c'est sur la base de cet énoncé-là que vous allez pouvoir évaluer la conformité technique de votre soumission. Je m'explique. En fait, dans votre devis technique, hein, mettons qu'on achète un bien, pour prendre un exemple, ben, vous allez avoir des exigences de performance par rapport au bien. Ben, comment allez-vous faire pour déclarer non conforme une soumission qui concernerait un bien qui ne respecte pas vos exigences techniques? Ben, c'est à l'aide de cette disposition-là que vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire que si vous recevez la fiche technique du bien soumis, puis que vous vous rendez compte que le bien n'est pas capable d'atteindre telle performance là, lorsqu'il est mis en opération, ben vous avez affaire à une soumission qui est restrictive parce que le soumissionnaire vous propose quelque chose qui ne respecte pas vos exigences. Donc,
vous n'avez pas à répéter toutes les conditions de votre devis technique dans vos conditions de conformité parce que là, ça finirait plus. Puis, on a des risques de dédoublement puis de contradiction. Donc, cet énoncé-là est un peu une clause fourre-tout, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour vous permettre de dire que tout ce qui n'est pas respecté comme exigence, soit technique ou même commerciale de votre appel d'offres dans la soumission, peut vous amener à rejeter la soumission. C'est un peu le principe de comparer des pommes avec des pommes. Excuse-moi, Alain. Et tu parlais, Marie-Michel, sur le volet technique, mais des fois, dans le bordereau, c'est déjà arrivé de voir, on veut que la formation et la livraison soient inclus et le fournisseur va dire, moi, c'est pas inclus. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on veut comparer des pommes avec des pommes. Donc, ces éléments-là sont, malheureusement, ça arrive à l'occasion. Puis bon, on doit être intransigeant dans une situation comme celle-là. Non? Exact. Puis j'ajouterais, ce qui n'est pas inclus tout à fait, on doit être intransigeant, mais le scénario autre aussi, c'est que le soumissionnaire ajoute toutes sortes de conditions commerciales à sa soumission. Chaque condition commerciale a un coût, hein, donc il ne se retrouve plus sur le même pied d'égalité que ses concurrents qui n'ont pas ajouté ces conditions commerciales-là. Donc, ça aussi, ça devrait entraîner le rejet. On ne peut pas oublier, les contrats qu'on fait, c'est des contrats d'adhésion. Exact. Donc, le fournisseur doit accepter votre contrat. S'il rajoute des clauses dessus, si vous demandez une garantie de 5 ans, non, moi, je vais te donner une garantie de 2 ans seulement. Donc, ça devient des rejets, ça devient des clauses restrictives. Donc, tout appel d'offres, toute soumission qui devient avec des clauses restrictives devrait être un rejet automatique pour la seule et unique raison en tant que telle, c'est que votre fournisseur qui a mis des restrictions peut vous charger peut-être moins cher qu'un autre fournisseur qui a parfaitement adhéré à votre contrat. Il ne faut pas oublier, un contrat, nos contrats en haut public, c'est des contrats d'adhésion. Peut-être un petit message aux fournisseurs qui nous écoutent, là. Si vous voulez modifier des dispositions, c'est des questions qui sont envoyées à la personne. Avant l'appel d'offres. Tout à fait. Avant l'appel d'offres ou pendant la publication, puis ça peut amener un addenda si le donneur d'ouvrage, l'organisme public, accepte de modifier, mais après, au dépôt de la soumission, il est trop tard pour modifier les dispositions. Je vais même rajouter un petit point à notre première partie. Et si le fournisseur n'est pas d'accord avec la décision de l'organisme, il a le droit de faire une plainte à l'autorité des marchés publics. Absolument. Tout à fait. Et idéalement, il faudrait qu'il nous ait posé la question avant. Toi, Gabriel, t'envoies un message au fournisseur, mais il y aura un message à faire aussi peut-être aux nouveaux acheteurs. Il y en a qui peuvent penser que, OK, il y a une clause restrictive, mais je vais l'appeler le fournisseur puis je vais le convaincre de l'enlever. Là. Parce qu'avec ça, il est le plus bas soumissionnaire conforme. On ne peut pas faire ça. Les prix sont connus, les soumissions sont ouvertes, on ne peut pas négocier. À moins que vous ayez un fournisseur unique. Tout à fait. Alors, OK, c'est un bon point, ça. Fournisseur unique. Vous pouvez négocier, vous avez le droit de négocier si le dirigeant de l'organisme a approuvé de continuer le processus avec un fournisseur unique. Bon. Mais dans un fournisseur multiple, logiquement, vous pouvez pas, vous ne devriez pas logiquement enlever les clauses ou changer, demander à un fournisseur de retirer quelque chose qu'il a écrit. Parce que, quelque part, à moins qu'il le fasse, puis encore là, on tombe dans la grosse zone grise, à moins qu'il le fasse, puis ça ne change absolument pas son prix. Mais s'il le fait et ça change son prix, ben là, vous désavantagez, avantagez en tant que tel. La base, c'est que c'est un contrat d'adhésion. Dernier point, j'aimerais aborder avec vous le concept de rejet, soumission non admissible. Moi, j'en ai vu dans le passé des choses où l'approvisionneur, il pensait faire la bonne chose. Tu sais, il a fait ce qu'on appelle sa vérification diligente. Mais il a fait une erreur lui-même dans sa vérification, puis il a rejeté une soumission, il a rejeté un fournisseur. Il n'aurait pas dû. C'est quoi? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux acheteurs? Parce que pour moi, rejeter une soumission, c'est aussi puissant, c'est aussi important que d'adjuger un contrat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus sur... Ouais. Faites attention, c'est pas une blague de faire ça. Là. Ouais, je pense que quelque part, il ne faut pas oublier, hein, même avec beaucoup d'expérience, on n'est pas à l'abri d'erreurs de jugement, d'erreurs de compréhension ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas tout seul dans votre bureau, à moins que vous soyez vraiment un petit bureau. Allez voir votre patron minimalement, parce que vous devriez avoir un patron, à moins que vous soyez le patron, mais le patron a toujours un patron. Allez voir votre RAC.
Allez voir, vérifiez avec quelqu'un pour contre-vérifier votre décision, pour vous assurer justement que vous n'avez pas oublié quelque chose. Vous n'avez pas peut-être oublié de regarder une donnée qui est importante, mais prenez le temps de contre-vérifier. C'est un geste quand même qui est lourd de conséquences potentiellement. Donc, assurez-vous avant de faire ce geste-là, de vous assurer justement d'avoir regardé toutes les options, toutes les choses, consultez, parlez à votre RAC. C'est pour ça que le responsable est là, justement, que le RAC est là. Donc, le responsable de l'application des règles contractuelles, il est là pour ça, justement. Donc, allez vérifier votre RAC. J'ajouterais, faites attention aussi quand une partie de la soumission est évaluée par votre requérant ou un professionnel qui vous accompagne là, dans un projet. Généralement, ces gens-là ont comme mission là, d'évaluer des exigences de nature un petit peu plus technique. Là. S'il vous revient en disant tout est beau ou s'il vous revient en disant il n'est pas conforme, dans les deux scénarios, faut vous assurer que la revue a été faite de manière diligente et en conformité avec ce qu'on retrouve dans la soumission et ce qui est écrit dans votre appel d'offres. Donc, essayez de structurer un peu la manière dont vous attendez à avoir un retour de sa part. Puis coachez-le aussi dans qu'est-ce qu'il doit regarder. Faut pas faire confiance malheureusement, faut pas faire confiance aveuglément à votre client ou aux professionnels au dossier. Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce qu'ils sont pas gentils ou mal intentionnés, c'est parce que de la même manière que pour vous, c'est important d'avoir un second regard parce que la décision, soit de juger admissible, conforme ou non admissible, non conforme, une soumission, elle est lourde de conséquences pour l'organisme. Puis vous devez de la protéger, cet organisme-là. Alors, bien documenté, que ce soit des décisions techniques ou des décisions administratives, documenter le pourquoi que vous jugez telle condition conforme ou admissible, non conforme et non admissible. Donc, dans les deux cas, vous devez documenter votre décision. C'est de la prudence, tout à fait, là, par rapport à ça. Et même, on parlait de professionnels, si vous donnez des mandats à des firmes externes, puis vous leur demandez de faire l'analyse des soumissions, que ce soit la conformité technique ou même de façon administrative, là, ce que je ne recommanderais pas si vous avez un service d'approvisionnement, mais je comprends des fois peut-être dans les petites municipalités, ça peut être différemment, mais n'oubliez pas que vous avez quand même la responsabilité. Fait que même si vous donnez ça à la firme se trompe, c'est vous, comme organisme public, comme municipalité, qui avez cette obligation-là et cette responsabilité-là en lien avec l'analyse de conformité. Et autant de dire qu'il est conforme ou non conforme, ça peut avoir des impacts importants. Oui. Il faut se souvenir qu'une des premières décisions du bureau de l'inspecteur général à Montréal, c'était un enjeu où un contrat avait été octroyé alors que l'équipement en question, il y avait un élément de conformité qui n'avait pas été respecté suite à son enquête. Le BIC s'en est rendu compte et ça a engendré des répercussions quand même assez majeures financièrement pour la Ville de Montréal. Donc, c'est de faire attention à ces éléments-là puis de s'assurer que si on a dit ça, il faut que ça soit conforme puis que c'est une conformité obligatoire, ben il faut se poser la question, est-ce qu'on aurait dû la mettre? Et une fois qu'on la met, ben faut la respecter, cette condition-là. Puis là, je parlais du BIG à Montréal, mais l'AMP pourrait faire tout à fait la même chose. Donc. C'est là que ça devient important. Quand vous préparez votre devis technique, votre devis de conformité, prenez le temps de penser, est-ce que je la mets la clause ou est-ce que je la mets pas la clause? Parce qu'une fois qu'on disait tantôt que le contrat est un contrat d'adhésion, aussi, le devis de conformité, le oui-non que vous avez mettre devient une obligation. Vous l'avez écrit, vous devez vivre avec les conséquences de cette écriture-là. Puis comme Marie-Michel disait tantôt, moi, je peux rajouter 2 mots tout simplement à cette conversation-là. Documenter. Autant vos professionnels que vous, documenter. C'est là que vous avez besoin justement de bien vous assurer que l'ouvrage est fait. Vous devez bien documenter le tout. Absolument. Dès qu'on écrit une exigence dans un devis, par exemple, il faut être capable de défendre pourquoi j'ai mis telle exigence. Et si vous le documentez, c'est encore mieux parce qu'après ça, si l'AMP s'en mêle puis souhaite enquêter, ben vous aurez rapidement réponse à leurs questions parce que c'est clair qu'ils vont vous demander pourquoi vous avez dit ça.
Puis évidemment, quand on le documente, ben il faut toujours que ce soit en lien avec notre besoin et non pas pour exclure telle ou telle compagnie ou tel produit. Ça doit être votre argument là. Panélistes, merci d'avoir partagé vos connaissances et expériences. L'épisode 3 tire à sa fin et j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié le contenu et les échanges. Marie-Michel, Gabriel et Alain, merci de votre participation et de votre contribution à valoriser la profession et démystifier certains aspects du métier d'approvisionneur. Un remerciement aussi à notre partenaire, Chaîne d'approvisionnement Canada. Ne manquez pas le 5 à 7 de la rentrée de Chaîne d'approvisionnement Canada et Cargo M, où votre humble modérateur sera un des conférenciers de la soirée. Au plaisir de vous croiser et jaser à pro. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de questions pour nos futurs épisodes à l'adresse tout courriel suivante nationsupplychain@gmail.com. Aussi, faites-nous part de vos futurs événements et conférences afin que l'on puisse en faire la promotion. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement et aidez-nous à valoriser la profession. Encore une fois, merci et on se revoit à l'épisode 4, à la fin septembre. Merci panélistes. Merci beaucoup. Bye. Bye bye tout le monde. Bye bye.